Voilà, comme ça, ce sera pour être consultable plus tard là, par les personnes qui n'ont malheureusement pas pu assister aujourd'hui. Donc voilà, ce webinaire dans la série, donc on est à Maîtrise de l'énergie. Nous avons un webinaire encore avant la haut de la saison touristique, donc le 9 juin prochain, sur la valorisation des matières dans les établissements. Et il y a aussi un webinaire la semaine prochaine qui est organisé par l'UMI sur le décret tertiaire, donc éco-énergie tertiaire, comment anticiper la réglementation. Donc ce webinaire est le 17 mai, mardi prochain à 16h. Ma collègue Zoé vous glisse dans le fil de discussion le lien si jamais ce webinaire vous intéresse, parce qu'effectivement, il fait suite quand même, il est quand même lié à ce qu'on se présente aujourd'hui. Donc, plutôt sur la portion, par contre, rénovation des bâtiments. Donc, pour rappel, cette mission interfilière est composée de l'UNAC Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui est tourisme social, l'UMI Nouvelle-Aquitaine, restaurateur et hôtelier, et l'ANAPA, la Fédération d'hôtellerie plein air Nouvelle-Aquitaine. Donc, on travaille sur le tourisme durable tous ensemble. Vous êtes invités à aller voir notre site Internet si vous souhaitez, pour consulter les fiches pratiques qu'on a développées, la cartographie des ambassadeurs. Si vous êtes engagé, vous pouvez effectivement contribuer à cette cartographie ou porteur de solutions. Et nous aurons bientôt un kit de communication là, à partager avec les professionnels afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité des actions qui sont menées dans les établissements touristiques auprès des visiteurs. Enfin, j'ai aussi un petit questionnaire pour les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, les professionnels qui souhaiteraient s'engager sur une phase test d'un outil de suivi des fluides qui est développé actuellement avec l'ADEME. Donc, l'idée, c'est effectivement de tester cette première mouture de l'outil pour pouvoir l'améliorer. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite aussi à vous inscrire là, sur le petit formulaire. Je glisse le lien dans le fil de discussion. Peut-être si les uns et les autres peuvent s'assurer de bien fermer les micros pour pas qu'il y ait de petits bruits qui parasitent effectivement les échanges, ce serait très apprécié. Merci. Donc, effectivement, la maîtrise de l'énergie, on a au niveau de l'interfilière une opération collective qui travaille en articulation avec le Fonds tourisme durable, donc sur la réduction des consommations d'énergie et l'essaimage de bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est d'accompagner effectivement les professionnels dans la sobriété énergétique du diagnostic au plan d'action. Si vous avez besoin, on est là, on peut vous accompagner. Enfin, avant de présenter nos invités, la maîtrise de l'énergie, quelques chiffres clés. C'est important de savoir que les économies d'énergie peuvent être réalisées dans vos établissements. Plus de 40% d'économies peuvent être liées à l'installation de systèmes de chauffage moins consommateurs d'énergie. Donc, ça mérite effectivement réflexion. Si on baisse la température, par exemple, d'1 degré dans une pièce, ça peut se transformer en 7% d'économie en moins. Donc, c'est vrai que c'est un aspect plutôt économique, mais qui est un argument non négligeable pour s'engager dans les éco-gestes en matière d'économie d'énergie. Évidemment, il y a une contrainte réglementaire avec le décret tertiaire de réduire de 40% les consommations d'énergie finale d'ici 2030 et de façon accrue d'année en année là, par la suite. Et finalement, l'hébergement touristique, ça représente 7% du bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme. Et les consommations d'énergie sont majoritaires dans nos consommations en termes d'hébergement marchand. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel on peut travailler pour diminuer, comme professionnels du tourisme, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un sujet d'actualité. On a aujourd'hui des porteurs de solutions qui sont invités, M. Christophe Barrault de Green Birdie Sud-Ouest et Hubert Mondeville de Betterfly Tourisme, qui vont vous présenter effectivement des pistes d'action pour les professionnels. Et nous avons 2 retours d'expérience de 2 professionnels de 2 filières, Benoît Pinault du camping Eden Village Océan Espace sur l'île de Ré et David Maillet de l'auberge jeunesse Hôtellerie Internationale Cadouin. Donc, tout d'abord, je vais inviter M. Barrault à intervenir de Green Birdie. M. Barrault, vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je continue sur la présentation ou que je passe les slides pour vous? Ça vous va? Ça me va très bien, merci beaucoup. D'accord.
Alors, merci déjà pour l'invitation et excusez-moi de présenter en direct de mon véhicule. Bon, je vous rassure, je suis à l'arrêt puisque je suis à quelques minutes de départ en déplacement. Mais bon, ça tombe bien, je vais essayer de respecter au mieux le timing de 10 minutes qui m'est alloué. Donc, si vous pouvez passer effectivement au slide suivant. Donc, très brièvement, Green Burnie, nous sommes un bureau d'études indépendant qui existe depuis plus de 15 ans, spécialisé dans l'énergie et l'environnement. Nous avons plusieurs casquettes. Nous sommes assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on accompagne nos clients à définir leurs justes besoins, que ce soit volontaire ou réglementaire, aussi bien sur de la maîtrise de l'énergie à travers des audits énergétiques, la mise en place de contrats de performance énergétique et autres. On a une casquette de maîtrise d'œuvre pour mettre en place les plans d'action en aval et on est aussi organisme de formation et financeur. Sur la France et sur la région Nouvelle-Aquitaine spécifiquement, on intervient au travers de beaucoup de réseaux professionnels, notamment Negawatt au niveau national et l'AFNOR, puisque le Green Birdie est contributeur dans la rédaction des normes autour de l'énergie. Et enfin, sur la région, on est impliqué dans le réseau ODIS qui est sur la construction et l'aménagement durable, dans Soltena sur les solutions de transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Et on est partenaire de Bordeaux Techno-Ouest à travers l'écologie industrielle sur le programme ZIRI, zone d'intégration des réseaux intelligents, également en lien avec la FIBOA. Voilà très brièvement pour parler de Green Birdie. Maintenant, pour parler plus spécifiquement du contexte global de l'énergie, il faut savoir que l'année 2021 a été une année exceptionnelle sur le marché de l'énergie, puisque sur les 15-20 dernières années, on était sur une moyenne d'un prix de l'énergie de l'ordre de 2-3% par an. Et 2021, on a vu exploser le prix de l'énergie. Là, je vous ai montré une diapo qui est une source qui nous vient d'EDF, puisque si vous cliquez encore une fois, parce qu'il y a une petites animations, on a atteint un prix de l'énergie sur les marchés qui est passé de 50 € du mégawattheure à 168 € du mégawattheure, donc déjà, ce qui était énorme, mais avec un pic en fin d'année. Donc, si vous cliquez une deuxième fois, on a atteint un pic de plus de 400 € du mégawattheure, donc ce qui ne s'était jamais vu jusqu'à présent et qui s'explique par de nombreuses corrélations, notamment sur une très forte augmentation des prix du gaz et du charbon, malgré l'électricité en France qui est d'origine nucléaire en très grande majorité. Mais l'électricité d'origine nucléaire, la part du nucléaire est en ce moment en forte diminution pour des raisons de maintenance, de contraintes de sécurité, etc. Et du coup, l'électricité est en partie importée en France. Et comme c'est créé et produit par du gaz ou du charbon dans les autres pays européens, il y a ce prix de l'électricité qui a fortement bondi et qui est corrélé aussi à un prix de la taxe carbone qui est en forte augmentation. Donc tout ça pour dire que les 50 € du mégawattheure, on en est maintenant très loin. Et sur l'année 2022, on est plutôt aux alentours de 100, 120, 130 € du mégawattheure. Donc déjà 2-3 fois plus cher que le début d'année 2021. Et tous les experts s'accordent à dire qu'on est sur une tendance qui est structurelle et non pas que conjoncturelle. Donc, face à ce défi, l'idée est de s'appuyer sur les 3 piliers de la transition énergétique qui est prônée par l'association Negawatt depuis maintenant plus de 20 ans, qui sont avant tout la sobriété, l'énergie la plus efficace et celle qu'on ne consomme pas. En deuxième lieu, l'efficacité. C'est typiquement, par exemple, l'éclairage LED qui est beaucoup plus efficace que l'éclairage classique. Et le troisième pilier, qui est le développement des renouvelables. Mais c'est avant tout la sobriété, ensuite l'efficacité et enfin les renouvelables. Et sur ces 3 actions, Green Birdie peut vous accompagner. Alors, face à ces défis liés à la conjoncture énergétique, il y a aussi les défis liés à des renforcements des contraintes réglementaires. En France, il faut voir ça sous une double action. Une action qui est un peu liée
au bâton de la contrainte réglementaire qui se durcit. Donc d'un côté, on voit les obligations liées aux audits énergétiques réglementaires qui sont pour les grandes entreprises pour l'instant. Donc les entreprises de plus de 250 salariés ont tous les 4 ans une obligation de faire un audit énergétique sur leur patrimoine. Il faut savoir que comme Greenbirdy travaille dans les instances sur ces sujets liés à l'énergie, l'Europe est en train de renforcer ces contraintes-là pour faire en sorte que ne se soit plus lié à des tailles d'entreprise, mais à des profils de consommation d'énergie. Donc ces réglementations-là vont se durcir. Autre réglementation qui est apparue et qui a été un petit peu évoquée, c'est le décret tertiaire qui touche toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, dès lors que sur leur patrimoine, il y a des locaux d'usage tertiaire, bureaux, restauration, entrepôts, sur une surface cumulée de plus de 1000 m², existants et neufs. Ces entreprises-là sont assujetties au décret tertiaire qui fixe des objectifs de réduction d'économie, de réduction d'énergie d'ici 2030, 2040, 2050, avec pour première obligation les données à renseigner sur la plateforme Opéra de l'ADEME d'ici le 30 septembre 2022. Et puis après, renseignements à réaliser à date anniversaire avant le 30 septembre de chaque année. Nous avons aussi des nouvelles contraintes réglementaires sur le neuf avec la mise en application de la réglementation environnementale 2020 depuis le 1er janvier 2022, donc de cette année pour l'habitat, et à partir de la deuxième partie d'année pour les bâtiments tertiaires. Et enfin, une loi qui s'appelle la loi climat résilience qui renforce les obligations liées au développement des énergies renouvelables. Ça, ce sont les obligations qui rentrent en jeu. À côté de ça, il y a des incitations à travers tout un tas de dispositifs, de subventions, d'aides aux investissements à travers de nombreux organismes, à travers la région Nouvelle-Aquitaine, à travers la BPI, à travers l'ADEME, voilà, de nombreux acteurs qui peuvent aider à ces incitations. Si on passe maintenant à la diapo suivante, très brièvement, les objectifs de la réglementation environnementale 2020 qui vont toucher tous les bâtiments neufs, puisque c'est la réglementation qui remplace la réglementation thermique 2012, qui s'appuie sur le principe qu'on a cité précédemment sur la notion de sobriété, l'énergie la moins chère et la moins polluante est celle que l'on ne consomme pas, donc sur une notion de sobriété énergétique et de décarbonation de l'énergie, sur une notion de garantie de confort, notamment sur tout ce qui est confort d'été, avec une adaptation entre guillemets au changement climatique et une diminution de l'impact carbone. Tous les permis neufs devront respecter cette réglementation environnementale 2020 qui fait la part belle effectivement à la sobriété, mais qui va faire la part belle aussi à l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Si on passe à la diapo suivante, petit focus sur la loi climat résilience qui est parue au 22 août 2021, qui incite et pousse au développement de l'énergie solaire photovoltaïque, notamment en autoconsommation, et qui stipule que tous les bureaux neufs de plus de 1000 m² ou tous les entrepôts, les hangars ou les parkings de plus de 500 m² devront soit recourir sur 30% de leur surface à du photovoltaïque, soit à de la végétalisation. Et cette obligation de la loi climat résilience, elle est accélérée par le plan qui est paru en octobre 2021 à travers des incitations qui permettent de faire conjointement de l'autoconsommation photovoltaïque sur site de l'énergie produite avec une revente possible d'électricité pour les projets qui sont non plus seulement à 100 kW crête, puisque le seuil a été déplacé à des puissances plus importantes, 5 fois plus importantes, jusqu'à 500 kW crête. Donc, c'est vraiment cette notion de contrainte et d'incitation sur l'approche d'autoconsommation photovoltaïque. Et dernière diapositive, voilà, pour rester un petit peu dans les clous des horaires. Petit focus sur les incitations et les aides. Donc, de nombreuses aides qui existent, notamment pour les industriels,
par le programme décarbonation des industries Nouvelle-Aquitaine, qui peut faire le parallèle, qui permet de faire le parallèle sur le tourisme, sur tout ce qui peut être éco-conception, accompagnement aux audits énergétiques, accompagnement aux investissements, d'une part sur la notion énergétique, mais aussi, par exemple, le programme décarbonation de la BPI pour faire des bilans carbone sur l'ensemble des scopes, scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire sur les émissions directes et les émissions indirectes de gaz à effet de serre, avec des subventions qui peuvent aller entre 40 et 60% selon la taille des entreprises. Donc là, je vous ai mis un lien spécifique donc, qui s'appelle mission-transition-écologique.beta.gouv.fr qui permet de résumer l'ensemble des dispositifs d'aide selon les secteurs d'activité. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi de pouvoir y répondre après coup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. Je ne sais pas si parmi les participants, il y avait des questions pour Monsieur Barrault, qui est avec nous encore un petit moment pour y répondre. Alors malheureusement, j'ai plus que 2 minutes, je suis désolé parce que je vais être extrêmement en retard pour mon déplacement. D'accord, donc est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Monsieur Barrault? Ça semblait assez clair. Donc évidemment, effectivement, merci beaucoup pour cette présentation et cette remise en perspective de tous les aspects réglementaires et les incitatifs qu'on peut avoir. Donc effectivement, nous, les filières et les interfilières sont là pour accompagner ces professionnels dans ces enjeux. Et évidemment, Green Birdies est un des porteurs de solutions féminines qui peut aider à passer à l'action dans le cadre de ces audits énergétiques, entre autres. Parfait, merci à vous, excellente journée, à très bientôt. Merci Bonne pour votre journée. invitation. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Donc maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va passer, je vais juste repartager mon écran à Monsieur Hubert Vandeville de Betterfly Tourisme. Merci d'être avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Est-ce que vous préférez partager votre présentation ou je peux continuer de la même manière? Je vais partager comme ça, c'est plus simple pour le passage d'écran, enfin le passage de slide. L'accès, c'est fait. Ouais. Alors, ça doit être ça. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc bonjour à tout le monde. Donc en préparation avec Maryse, j'ai bien noté qu'il n'y avait que 10 minutes et je me suis dit en 10 minutes quels sont les quelques messages clés que je peux faire passer aux participants vraiment pour les aider à réduire leur consommation d'énergie le plus rapidement possible. Donc, je vais passer très vite sur la présentation de Betterfly. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous nous connaissez déjà. Juste pour vous dire, en fait, notre but, c'est que depuis 11 ans, on travaille uniquement avec les acteurs du tourisme sur le sujet du tourisme durable pour les faire passer à l'acte sur le sujet de leur plan d'action. Et pour les faire passer à l'acte, on va travailler notamment sur le calcul des économies et des coûts réalisables, le calcul des gains environnementaux et comment on va communiquer ça. Donc, c'est vraiment nous, ce qui nous anime, le calcul des économies réelles et le calcul des gains environnementaux. Donc, c'est une approche que je vais faire ressortir. Alors, j'ai voulu commencer par, je me suis dit en 10 minutes, si vous voulez ressortir en 10 minutes avec l'essentiel, pour moi, il y a 2 idées fondamentales à avoir en tête une fois que vous ressortez de cette petit webinaire. Une des 2 idées, elle a déjà été un petit peu illustrée avec le principe de négawatt. Donc, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, je vais surtout vous expliquer comment on peut l'appliquer dans le secteur de l'hébergement ou de la restauration. Donc, Christophe l'a expliqué, négawatt, c'est un peu une philosophie qui nous dit d'abord d'être sobre, puis une fois qu'on a réduit nos besoins, de les produire avec des machines efficaces, donc l'efficacité, le 2e niveau, et enfin de fournir l'énergie de ces machines efficaces avec de l'énergie renouvelable. Donc, c'est vraiment un ordre de passage. Si on veut éviter de trop investir, eh bien, la démarche négawatt, pour moi, c'est une philosophie qu'il faut toujours garder en tête, c'est d'abord la sobriété. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça se traduit, la sobriété? La sobriété, c'est de supprimer les gaspillages ou les usages inutiles. Quand j'ai un hôtel, un restaurant, un centre de vacances, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, en fait, déjà, c'est tout simplement d'éliminer les utilisations d'équipements non adaptés.
Vous avez peut-être des équipements que vous n'utilisez pas forcément à bon escient. C'est pas, par exemple, un convecteur qui va être un radiateur qui va utiliser, mais d'appoint parce qu'il fait froid pour les équipes à des moments donnés où il y a des courants d'air, etc. Il faut d'abord couper les courants d'air et éviter d'utiliser ce type d'équipement, par exemple. Parfois, il y a même des utilisations qui peuvent être contre-productives. Vous mettez un four à côté d'un réfrigérateur, et bien le placement des deux l'un à côté de l'autre va faire en sorte que le four va créer une atmosphère de plus en plus chaude et le réfrigérateur va fonctionner en continu et va consommer beaucoup plus. Donc voilà, une première approche, c'est vraiment penser à l'utilisation des équipements, qu'elles soient bien adaptées. Deuxième levier pour faire de la sobriété, c'est réfléchir aux besoins des utilisateurs, tout en respectant leur confort. Je prends souvent l'exemple de la chaleur, la température dans les chambres. Est-ce que votre client a besoin d'avoir chaud la nuit? Enfin, même quand il dort. Au contraire, c'est même contre-productif. Quand on dort, il vaut mieux une atmosphère un peu rafraîchie. On dort beaucoup mieux que lorsqu'on est en surchauffe. Donc, tout l'enjeu est d'arriver à réduire les besoins, en fait, d'adapter les besoins, enfin, de suivre les besoins de l'utilisateur, de coller au plus proche des besoins pour après produire l'énergie nécessaire, enfin, utiliser l'énergie nécessaire pour coller à ses besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'apporter une juste réponse aux attentes. Et le 3, c'est optimiser l'existant. Et bien là aussi, ça ne demande pas forcément beaucoup d'investissement, même zéro. C'est déjà de bien connaître le fonctionnement de vos équipements, les programmes disponibles, est-ce qu'il y a des horloges qui sont déjà possibles ou pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en régulation, et rechercher éventuellement, voilà, décortiquer les modes d'emploi pour faire en sorte que vous utilisiez le mieux possible vos équipements. Vous voyez, sur ces 3 pistes-là, on est dans zéro investissement quasiment. Enfin, on est dans zéro investissement. On est vraiment sur l'optimisation de l'existant et on va traquer les gaspillages. Et souvent, c'est la première source d'économies financières qui peuvent être assez importantes. La deuxième levier dans le négawatt, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est qu'on va chercher lorsqu'on va satisfaire un besoin, de le satisfaire avec des équipements qui sont les plus performants. Donc, il y a plusieurs pistes là aussi. Par exemple, tout ce qui est chauffage, climatisation, bâtiment, c'est limiter les pertes énergétiques. Donc, je veux satisfaire un besoin qui a une température et un confort, eh bien, je vais éviter pour mon confort les courants d'air. Je vais éviter les murs froids pour mon confort d'hiver notamment. Je vais éviter les pertes énergétiques. Donc là, on va être dans des choses peut-être avec un peu plus d'investissement. On va améliorer notre structure. C'est un exemple, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Le deuxième levier, c'est de choisir des équipements économes. Voilà, j'ai isolé mon bâtiment, je vais produire de la chaleur. Donc, je vais produire ma chaleur avec les équipements les plus performants possibles. Est-ce que je ne vais pas choisir les technologies les plus adaptées? Donc, voilà, je vais changer ma chaudière pour prendre un système de chauffage le plus performant possible. Donc là, c'est le choix des équipements. Et puis après, le troisième levier, c'est les temps de fonctionnement des équipements. Alors, ça rejoint un peu la sobriété, mais vraiment, par exemple, lorsque notre besoin, c'est d'avoir une lumière suffisante pour travailler dans un lieu, eh bien, je peux peut-être mettre un capteur de luminosité qui, s'il y a de l'éclairage naturel, eh bien, va m'apporter des lumens gratuitement, et donc je vais optimiser mon éclairage. Donc, voilà un peu comment on peut réfléchir sur l'efficacité. Donc, réduire les pertes avec des équipements économes et avec les temps adaptés. Ça, c'était pour le côté négawatt, philosophie négawatt. Vous voyez, on peut déjà aller dans des idées d'action assez pertinentes sans trop investir. Deuxième philosophie que je voulais vous mettre en avant, c'est vraiment le côté bioclimatisme. Bioclimatisme, ça va un petit peu avec la sobriété. L'idée, c'est de profiter au maximum des apports gratuits de l'environnement direct. Apport gratuit, l'hiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de récupérer le plus possible de chaleur par l'extérieur. Vous avez ce petit schéma qui vous explique voilà, qu'on va essayer de faire entrer le soleil le plus possible dans le bâtiment pour chauffer gratuitement. On va essayer d'avoir l'inertie thermique pour stocker cette chaleur, notamment pour la nuit. Et puis, on va profiter de l'environnement direct pour éviter les pertes, notamment avec l'air froid qui est apporté par le vent du nord, le vent du nord-ouest ou du nord-est. Et donc, on va mettre de la végétation au nord avec des espaces tampons pour limiter les pertes. Ça, c'est un exemple. L'été, ça va être différent. On veut éviter la surchauffe. Du coup, on va se mettre à l'ombre. On va mettre des casquettes solaires. On va mettre de la végétation pour se protéger de l'apport du soleil.
Donc ça, pour moi, c'est aussi un concept très important lorsque vous serez dans de la rénovation, des nouveaux projets ou tout simplement l'optimisation un peu de votre bâtiment. Vous inspirez de ce concept du bioclimatisme. Alors, je vois le temps qui file, 10 minutes, ça passe très vite. Et donc, je voulais vous proposer quelques petits exemples d'actions qu'on pouvait, vraiment les actions prioritaires, c'est pareil, en 10 minutes, si 3, 4, 5 actions à lancer dès maintenant, lesquelles pour moi seraient les priorités d'action. Première chose à faire, c'est déjà le management de l'énergie dans votre établissement. Aujourd'hui, l'action prioritaire, c'est de suivre et de gérer l'énergie. On l'a vu, l'augmentation des coûts x2, x3 en un an, c'est énorme. Et encore, là, on parlait de l'électricité, je ne parle même pas du gaz. Donc, comme c'est un poste de coût non négligeable, eh bien, il faut vraiment avoir une ressource humaine dédiée. Alors, peut-être pas à 100%, hein, bien sûr, mais en tout cas, que vous ayez une personne dont la mission de suivre l'énergie fait partie de sa fiche de poste. Et qu'est-ce qu'elle aura à faire, cette personne-là? C'est d'abord le suivi des factures et le suivi des compteurs, vérifier qu'il n'y a pas de dérive mensuelle, qu'il n'y a pas de dérive hebdomadaire ou quotidienne. Également, optimiser tous les équipements existants, maîtriser les horaires, les justes utilisations. Par exemple, ne pas, j'ai des souvenirs de pièces qui étaient chauffées à 21 ou 22 degrés la nuit, alors que c'est des pièces qui sont utilisées que la journée. Donc voilà, mettre des systèmes d'horaire. De former les autres collaborateurs au bon fonctionnement des équipements, d'avoir des objectifs chiffrés pour se donner des objectifs à atteindre en termes de consommation et du coup des actions à mettre en œuvre, de faire de la veille sur les solutions mises en œuvre, à mettre en œuvre, sur les subventions existantes, et puis de monter les dossiers de subvention. Voilà ce que je mettrais moi dans la fiche de poste de votre responsable technique ou responsable maintenance qui pourrait avoir à gérer l'énergie. Première action vraiment prioritaire à mettre en œuvre. Là aussi, ça ne coûte pas grand-chose. Deuxième action prioritaire, c'est un état des lieux pour cibler les actions prioritaires. Pourquoi c'est important de cibler? C'est-à-dire, il y a tellement d'équipements, tellement de consommation dans tous les sens, et votre métier de base, c'est plutôt d'accueillir les clients plutôt que d'optimiser des chauffages. Du coup, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un regard assez large pour arriver à cibler. Donc là, c'est nous ce qu'on fait avec les logiques d'affichage environnemental et de l'outil Wingy qu'on a développé. Et cet outil permet de décomposer tous les coûts d'exploitation et les consommations d'énergie à fonctionnement d'un hôtel ou d'un restaurant. Donc là, je vous ai mis quelques visuels. En haut à gauche, on peut identifier quels sont les postes qui impactent le plus. Donc là, c'est sur l'énergie. En haut à droite, enfin au milieu à droite, vous avez un panel d'une cinquantaine d'établissements et on peut voir dans ces établissements la consommation par nuitée, lesquels vont consommer le plus. Alors là, je suis un peu l'établissement, le pic au milieu, je me dis mince, je suis complètement hors clou, il va falloir que je rectifie le tir et que je me pose vraiment des questions cruciales. Et puis, on peut aller jusqu'en bas à droite à un niveau d'analyse où on connaît équipement par équipement quel est l'impact. Donc là, j'ai trié pour un établissement du plus fort impact au plus faible impact là, en termes de consommation d'énergie. Et très clairement, il apparaît ici sur la consommation d'énergie des équipements électriques que les réfrigérateurs et les minibars sont les équipements qui consomment le plus. On a 23 frigos et 170 minibars. Et du coup, on va pouvoir cibler là où il faut agir. On va pouvoir se poser la question, je garde ou je me supprime le minibar, par exemple. Est-ce que j'ai la possibilité de proposer un service en salle ou éventuellement des frigos partagés sur des étages, par exemple. Les réfrigérateurs domestiques, est-ce que j'utilise à bon escient, etc. Donc voilà, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on va pouvoir cibler les plus gros impacts et du coup cibler notre énergie. Voilà l'exemple d'un diagnostic, d'un plan d'action qui a abouti suite à ce constat. En fait, suite à ce constat, on peut émettre un plan d'action très concret dans l'établissement. Et au global, on va jouer à la fois sur la baisse des coûts d'exploitation. Vous voyez, là, en moyenne, 12% de baisse des coûts d'exploitation, 1,50 € par nuitée d'économie. Et à côté de ça, entre 20, 30, voire 40% d'économies environnementales liées à cet établissement. Donc là, il y avait un établissement qui était un peu hors clou et on arrivait en 1 ou 2 ans à le ramener dans des moyennes un peu plus acceptables. Vous voyez, 1,50 € d'économie par nuitée pour un établissement de 20 000 nuitées ici, c'est très intéressant avec un retour investissement sur 9 mois. Donc ça, pour moi, c'était les priorités, on va dire, plutôt opérationnelles. Je tiens à souligner aussi, j'ai vu que Raphaël était là aujourd'hui, que l'ADEME pilotait et lançait, organisait des formations
pour arriver à réduire ses coûts énergétiques dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et les prochaines sessions auront lieu en octobre en Dordogne et en novembre à La Rochelle. Il y a 2 sessions différentes, une session d'1 jour ou de 2 jours. Un jour pour les établissements un peu simples, moins complexes, comme les hôtels, les gîtes et les chambres d'hôtes, et 2 jours pour les établissements plutôt de type hôtel-restaurant ou camping, qui peuvent avoir des structures beaucoup plus grosses. Donc là, c'est gratuit, c'est totalement pris en charge par l'ADEME. Et lors de ces formations, en fait, on va déjà commencer à calculer des coûts liés à l'énergie, se comparer entre les établissements et commencer à mettre en place des bases de plan d'action. Donc ça, je vous invite vraiment à vous inscrire. J'ai mis le lien dans l'image. Je ne sais pas, Marie, si vous donnerez le PowerPoint, mais enfin le PDF, mais en tout cas, le lien est dans l'image. Et au pire, je vous le Je mets. peux effectivement glisser le lien dans le fil de discussion pour les participants maintenant et oui, rendre accessible la présentation, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis après, j'ai rajouté quelques idées d'action pour moi qui sont la base, le b.a.-ba aujourd'hui d'un établissement qui se veut un peu plus exemplaire. L'eau chaude solaire, c'est une priorité. Vous pouvez économiser sans trop de difficulté 2 kWh par nuitée, ce qui fait entre 20 et 30 centimes d'économie par nuitée. Alors, je ne parle pas de l'investissement, mais il y a des aides pour l'investissement. Aujourd'hui, pour moi, c'est une priorité, surtout pour une activité touristique à forte saison estivale. Et je vois le temps qui file, donc il va falloir que je m'arrête. La gestion des températures, c'est plus important. Se préserver des grosses chaleurs avec la végétalisation et les casquettes solaires. Je vous ai mis le lien vers une vidéo très intéressante qui parle de surchauffe lorsqu'il n'y a pas de végétalisation ou l'inverse avec la végétalisation, et tout ce qui est horloge, capteur de mouvement, etc. Voilà, donc en conclusion pour moi, le premier point, c'est de bien connaître votre établissement pour arriver à l'optimiser et de former vos équipes. Et le deuxième point, c'est vraiment de concevoir un plan d'action, mais sur mesure, avec un ciblage des actions. Et là, passer par un diagnostic. En plus, il y a des financements actuels très importants et vous gagnerez du temps à ce niveau-là. Voilà un peu les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Très bien, merci Hubert pour cette présentation très pertinente et qui amène quand même des pistes concrètes de solutions. Là. Vous avez bien tenu le rythme. J'ai un peu débordé quand même. Mais... Non, mais ça va. C'est très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. J'avais, moi, une petite question par rapport à l'outil Wingy. Quand vous décortiquez effectivement là, par entrée, comme le minibar, etc., ça suppose derrière que c'est un outil qui est connecté ou qu'il y a des compteurs divisionnaires déjà installés dans l'établissement? Ça prend... Non, autrement, on travaillerait avec personne. Pardon? Non, parce qu'autrement, on travaillerait avec aucun établissement. En fait, il y a un audit d'1 ou 2 ou 3 jours sur place par un consultant. Alors, il ne s'occupe pas que de l'énergie, il va s'occuper aussi du linge, du petit déjeuner ou autre. Et en fait, on va tout décortiquer. L'auditeur va prendre les puissances des installations, les puissances des équipements, les temps de fonctionnement, et il va tout modéliser dans l'outil. Donc, même à la sortie, ça vous fait une liste de tous les équipements qui sont dans votre établissement que vous pourrez réutiliser par la suite. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Hubert Mondeville est là pour y répondre. N'hésitez surtout pas à prendre la parole ou à y rédiger votre question là, dans le fil de discussion. Je peux peut-être juste compléter qu'avec le Fonds de tourisme durable, ou tremplin TPE ou PME, cette action-là, comme l'écolabel européen, c'est le même taux de financement, donc c'est 80% de prise en charge, sachant aussi que le temps passé par vos équipes que vous convertissez en salaire est également pris en charge à 80%. Donc aujourd'hui, pour être assez honnête, moi, je n'ai jamais vu ça en termes de conditions de financement, c'est gratuit. Donc, je ne sais pas si en 2023, ce sera encore le cas. Raphaël en sait peut-être plus que moi, mais si vous n'y allez pas aujourd'hui, en fait, vous n'y irez jamais. Enfin, il y a plein d'autres freins, je le sais bien, mais aujourd'hui, ce type de diagnostic, eh bien, alors je dis qu'il est gratuit, vous recevez même parfois plus de subventions que le coût de la prestation. Et vu le retour sur investissement, effectivement. Sans compter le retour sur investissement. Bon, très bien, mais merci beaucoup Hubert pour cette présentation. Vous pouvez rester avec nous effectivement. Oui. Maintenant, on va faire parler deux professionnels de nos filières. Donc, j'arrive. J'ai glissé là, dans le fil de discussion le lien vers l'inscription pour
pour les formations que M. Vandeville a évoquées. Donc, tout d'abord, M. Benoît Pinault, vous êtes bien avec nous du camping Eden Village Océan et Spa? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, je vous invite à raconter un petit peu là, ce que vous avez fait comme engagement, peut-être vos difficultés, freins, leviers, pour mobiliser vos équipes et avancer dans votre démarche. Alors, pour faire court, donc nous, on est situé sur l'île de Ré, camping 5 étoiles. Aujourd'hui, clairement, c'est un enjeu majeur, tout ce qui est énergie, les coûts, les augmentations, etc. On a la chance, avec la fédération du 17 et la NAPA, d'être accompagnés sur ce sujet par Aurélia Quillet et Yann Hamel. Et donc, ce qui a fait accélérer un peu tout ça, c'est le financement de l'ADEME, le tremplin. Donc, aujourd'hui, concrètement, on a avancé sur plusieurs dossiers, que ce soit de la LED, de la bâche, de la végétalisation, etc., pour un coût global d'un peu moins de 50 000 € et financé à hauteur de 27 000 € par l'ADEME. Donc, aujourd'hui, ça, c'est du concret. C'est un dossier qu'on a mis en place. Comme le disait M. Vandeville, aujourd'hui, c'est des investissements matériels, équipements, etc., mais c'est aussi un management au quotidien des équipes, que ce soit avec des tableaux de bord. Par exemple, concrètement, nous, on travaille avec Agur sur l'île de Ré pour la gestion de l'eau. On a un système d'alerte quand on dépasse un certain seuil au niveau de l'eau. Donc, je reçois un email ou un SMS en disant attention, risque de fuite. Donc, ça alerte tout de suite sur tout ça. On a accès à des tableaux de bord sur les consommations N-1 sur l'année actuelle. Pareil pour ce qui est électricité EDF, pareil pour le gaz. Nous, on a la chance de pouvoir être raccordés en cuve de gaz sur le camping. Donc, instantanément, ce qu'on appelle du téléjaugeage, je peux voir le niveau de mes cuves. On a un système de bâche sur la piscine. Enfin, voilà, en fait, si vous voulez, c'est au quotidien, c'est plein de petites astuces, plein de petites choses pour diminuer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir être accompagné, d'avoir, comme je disais, la NAPA, d'avoir plusieurs interlocuteurs derrière, les webinaires qui nous servent aussi à des fois se dire bah oui, tiens, c'est tout bête, mais pourquoi j'essaierai pas ça? Le fait d'avoir les formations sur les réductions de coûts, clairement, ça peut rentrer en jeu. Donc voilà, on est dans une recherche perpétuelle de minimiser ses coûts. Alors, comme je disais, que ce soit sur les équipements, que ce soit sur le personnel, et c'est vraiment une volonté d'aller vers ça et de continuer parce que c'est un enjeu majeur. Là, c'est pas dans les années à venir, c'est maintenant tout de suite, quoi. Donc voilà. Moi, le camping, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 9 hectares, c'est 1300 personnes l'été. Donc voilà, c'est quand même des structures assez conséquentes. On a un restaurant, supérette, spa, etc. Donc en fait, chaque bâtiment est géré indépendamment et chaque bâtiment nécessite qu'on y apporte une attention parce que ça peut vite faire monter les coûts, quoi. Et est-ce qu'au niveau de votre personnel, j'imagine que vous faites des actions de sensibilisation, de formation sur ces sujets? Oui, il y a des formations régulières sur les nouveaux venus. Alors, en fonction du poste de la personne, que ce soit les équipes techniques, ménage, accueil, etc., je les sensibilise. Alors, je ne vais pas dire au quotidien, mais assez régulièrement sur le fait d'éteindre les chauffages dans les mobil-homes, de regarder s'il y a une lumière, régler les horloges. Enfin, voilà, il faut les sensibiliser parce qu'en fait, aujourd'hui, si on les sensibilise ici, ils sont aussi sensibilisés chez eux, en fait. Donc, en fait, on s'y retrouve. Donc, en ayant de l'échange et un peu de pédagogie, je pense qu'on arrive tous à réduire, malgré qu'on se dit que c'est jamais assez. Mais voilà, c'est au quotidien, ouais. D'accord. Et puis au niveau des visiteurs et des touristes, est-ce que vous avez une démarche Alors, on a une démarche environnementale, on est labellisé Clé Verte, donc on va vers une sensibilisation des clients. Et là, aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, on va mettre en place du compostage qui est, alors, hors économie d'énergie, je l'entends, mais qui est une réduction des déchets. Et aujourd'hui, c'est assez flagrant. Donc, on s'est fait accompagner par Terre d'éveil, qui est une association sur l'île d'Oléron qui accompagne notamment tous les campings là-bas.
et on va le mettre en place dès cette année parce que 2023, ça va devenir obligatoire de faire du compostage. Et pour donner un ordre d'idée, nous, on consomme environ 40 tonnes d'ordures ménagères par an et on estime, quand on sera à plein régime, de réduire à 10 tonnes d'ordures ménagères qui passera dans le compostage. Donc, voilà, c'est des économies de coûts à venir aussi derrière. Merci. Parmi les participants, est-ce qu'on avait des questions pour M. Pinault? Encore une fois, il ne faut pas hésiter. C'est le moment de poser des questions à nos professionnels. Oui, j'ai eu Vernon Deville qui a levé la main. Moi, j'avais une question, c'était sur le coût, alors c'est peut-être pas l'énergie, sur le coût des déchets, mais du coup, le fait de composter, ça fait faire énormément d'économies, j'imagine? C'est le but aussi également? Oui, ben, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, nous, on consomme 40 tonnes d'ordures ménagères. Et ce qu'on a estimé une fois que le compostage sera vraiment mis en place, etc., c'est 10 tonnes d'ordures ménagères qu'on jette aujourd'hui des ordures ménagères qui vont passer dans le compostage. Donc, en gros, à 300 € la tonne sur l'île de Ré, je vous laisse faire le calcul à la tonne. Et ensuite, c'est un cercle vertueux qui permettra de repartir sur la végétation, etc. Et en plus, voilà, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui sera suivi et par les clients, mais aussi le personnel. On disait, voilà, c'est aussi éduquer et accompagner, enfin, être accompagné par le personnel. Voilà, il faut que ce soit vraiment une volonté commune. Mais aujourd'hui, voilà, le compostage, là, on va le mettre en place au mois de juin, donc on n'a pas encore de recul dessus. Mais c'est quelque chose en quoi je crois fortement, quoi. Et d'autant plus qu'on est accompagné par cette association Terre d'éveil et par l'ADEME qui prend en charge une partie des installations. Donc, voilà, en fait, tout s'est un peu accéléré parce que aussi on avait une possibilité de financement. C'est des dossiers qui sont assez simples à monter. On est accompagné, que ce soit sur ça, sur l'électricité, sur les LED, etc. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter. Et je sais que c'est jusqu'à fin 2022, je crois, sur les subventions. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, voilà, après, peut-être vous pourrez préciser, mais il y a vraiment des choses à faire, quoi. Mais très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pinault, pour ce témoignage qui est très inspirant, je pense, là, pour nos professionnels. Et on voit effectivement que les dispositifs qui sont offerts aujourd'hui trouvent preneurs et peuvent amener vraiment des changements là, dans les établissements. On a aussi David Maillet, qui est de l'Auberge Jeunesse Hôtellerie Internationale Cadouin, qui est avec nous aujourd'hui. David Maillet, vous êtes avec nous? Oui. Donc, qui est de la branche de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Je vais juste voir, il y avait effectivement un commentaire de Raphaël Sionelière, mais qui a levé la main par contre. Est-ce que Raphaël peut intervenir maintenant ou après l'intervention de M. Maillet? Je juste, mais ça va prendre juste 30 secondes. Bonjour à tous, pour préciser peut-être ce que disait M. Pinault. Donc, très beau témoignage. Le fonds tourisme durable, on est déjà aujourd'hui sur une prolongation de ce fonds sur 2023 et 2024. Ça avait été annoncé par le gouvernement. Donc, on travaille déjà sur cette prolongation. C'est une bonne nouvelle. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur plusieurs saisons, voilà, sur des dispositifs qui vont continuer sur le même périmètre. Merci beaucoup, Raphaël. Je suis contente que tu aies effectivement intervenu pour confirmer cette bonne nouvelle. Donc, Monsieur Maillet, on vous passe la parole si vous voulez raconter, vous, votre expérience en matière d'économie et de réduction de consommation d'énergie. Bien, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors moi, j'ai un établissement un peu particulier, hein, c'est une auberge de jeunesse qui est un lieu historique. C'est une ancienne abbaye du XIIIe siècle, donc qui a de nombreuses contraintes énergétiques et économiques. Malgré tout, la volonté, alors, aussi bien de l'auberge, mais de la Fédération unie des auberges de jeunesse, ça a toujours été d'aller vers justement ce développement durable. Et ça, par la labellisation Clé Verte qu'on a depuis quelques années maintenant, mais aussi par une démarche assez personnelle de chaque directeur dans chaque auberge. Et ça passe par plusieurs points. Tout à l'heure, monsieur parlait du compostage. Nous, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques années. Mais moi, je suis arrivé en 2018. En fait, une des premières choses à faire, ça a été de faire un petit peu un audit de la consommation d'énergie qu'on avait, électricité, eau, etc.
et déjà de voir quel type de levier on pouvait avoir assez rapidement. Il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place. Nous, par exemple, on a mis des minuteurs dans les endroits clés de l'auberge de jeunesse. Non pas des détecteurs, hein, parce que certains préfèrent les détecteurs, mais moi, je trouve que le minuteur amène une économie d'énergie plus importante. On a démarché des institutions ou des professionnels type CE2 Prime qui nous ont permis de mettre des mousseurs sur tous nos robinets, de changer nos douchettes de douche par des douchettes économiques. Un des points principaux aussi, et je crois même que c'est pour moi le point principal même, c'est la formation du personnel, à savoir que chaque personne qui passe par l'auberge, eh bien, il y a une sensibilisation, une formation qui est faite sur l'utilisation des produits, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus les produits comme on les utilisait avant, d'autant plus que nous, plus ça va, plus on utilise des produits éco-labellisés, et que ces produits-là, par exemple, si je prends les produits pour sol, on utilise beaucoup de produits qui ont le système d'imprégnation, qui utilisent beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de produits également, et ça, ça demande une formation, et c'est pas que de la formation, c'est le pourquoi on fait ça, quoi. Il faut que ça ait un sens, en fait, et sans sens, les gens ne sont pas sensibilisés à cette formation-là, quoi. Et depuis l'année dernière, pour aller encore plus loin dans ma démarche, avec Karine Berdoula et l'appui de l'UNAT, mais aussi du département, j'ai décidé de rentrer dans le protocole, enfin c'est pas un protocole, mais le système de subvention du tremplin écologique de l'ADEME, sur lequel on a déjà un certain nombre de points qui sont mis en place. Par exemple, dans les choses, tout à l'heure, quand je parlais de diagnostic et de faire le tour de l'auberge, quand je suis arrivé, on avait des vieilles machines à laver, des vieux sèche-linge qui étaient un gouffre économique sur le point de vue de l'énergie, de l'électricité. Et donc, ça a été voilà, un des pôles sur lequel on a travaillé tout de suite, c'est le changement de ces machines à laver. Aujourd'hui, on a des machines neuves qui ont divisé par deux l'utilisation d'électricité sur ces nouvelles machines, quoi. On a fait des formations, donc on est parti sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le principe de formation. Donc on passe par un pôle de formation à distance qui nous forme trois membres du personnel sur les éco-gestes, parce qu'on parle beaucoup des éco-gestes, mais c'est pareil, encore une fois, c'est bien de pouvoir sensibiliser le personnel et de les impliquer directement, parce que ce soit le directeur ou les gens permanents ici qui forment le personnel, c'est une chose, mais vraiment les impliquer encore plus, les faire rentrer dans ce mouvement-là, et les accompagner par une formation dédiée et faite par des professionnels, quoi. On a également un audit énergétique qui va se faire là dès le 30 mai, parce que même si moi j'ai fait un diagnostic à mon niveau, je n'ai pas le recul professionnel du bâtiment. Donc là, on va être véritablement accompagné. Aujourd'hui, moi, pour vous donner un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent, voilà, j'ai des déperditions de chauffage dues au fait que je suis dans un bâtiment qui est géré par les bâtiments de France. J'ai du simple vitrage, je ne peux pas changer de système de fenêtre parce que c'est impossible d'un point de vue esthétique par rapport au bâtiment de France. Donc, du coup, il faut aller chercher ailleurs, et l'accompagnement d'un audit énergétique va me permettre de trouver des leviers que je n'ai pas encore trouvés pour le moment, quoi. D'un point de vue économique et communication, c'est pareil, je travaille toujours sur la subvention avec l'ADEME, hein, avec BotCup, avec un monsieur qui s'appelle Julien Botin, pour faire pareil. Nous, on travaille beaucoup avec des groupes, donc on a beaucoup, pendant très longtemps, même si on n'est pas sur l'énergie à proprement parler, pendant très longtemps, on a travaillé avec des bouteilles d'eau sur le panier pique-nique. On a décidé d'arrêter complètement les bouteilles d'eau, et on va passer par ces BotCup, en fait, qui sont des petites bouteilles lavables à la plonge, exactement comme avec de la vaisselle traditionnelle, que les gens pourront ramener, utiliser, ramener, quoi. Je ne vais peut-être pas faire vous faire le listing de tout ce qu'on a mis en place et qu'on veut mettre en place avec l'ADEME dans le cadre de cette subvention. Mais voilà, pour dire qu'aujourd'hui, alors,
ce qu'il faut que je dise quand même, c'est que ça n'aurait pas été réalisable aussi facilement s'il n'y avait pas eu des appuis comme l'UNAT ou comme le département. Et c'est là aussi où c'est très important, quelque chose comme ce webinaire, justement, pour pouvoir arriver à créer des réseaux et pouvoir créer des idées, créer du lien. Tout à l'heure, je mangeais son nom et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, le monsieur du camping. Voilà, il y a des points, j'ai retenu certaines choses qu'il a dit qui sont intéressantes pour mon établissement aussi. Et on se nourrit de ça aussi, de chacun de nos parcours professionnels et de raisons, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes raisons de vouloir aller de plus en plus vers ce développement durable, quoi. Je ne sais pas si je peux en parler encore plus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dites-moi. Je peux encore parler pendant 20 minutes. Hein. Oui, mais merci. C'est très, très inspirant, effectivement, aussi, votre témoignage. J'ai peut-être une question au niveau du sens, justement, que vous disiez donner à votre démarche par rapport à vos salariés, où vous leur faites une formation, comme vous dites, annuellement. Pensez-vous effectivement que ça peut amener une main-d'œuvre particulièrement dans votre établissement, parce qu'il y a quand même un souci de recrutement en ce moment là, dans les filières touristiques. Est-ce que vous croyez que ça fait une différence? Alors ça ne fait pas une différence dans le sens où ça ne va pas me ramener du personnel. Ce n'est pas parce que je fais une formation, une sensibilisation que ça va faire ça. Par contre, et particulièrement chez les jeunes, je recrute des femmes de ménage, des gens en restauration, etc., ça fait écho. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça donne encore plus de sens à ce qu'ils vont venir faire chez moi, quoi. Ils se sentent un peu plus impliqués. Pour les gens qui sont impliqués, bien entendu, quoi. Et de la même façon, je ne l'ai pas dit parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'implication, elle se fait au niveau du personnel et des gens qui viennent en séjour chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la signalétique avec économie d'eau, éteindre les lumières, etc. Et c'est une véritable volonté. Je parlais de chaufferie. Aujourd'hui, nous, on est chauffé grâce à une chaufferie bois communale. Et ça, c'est des choses qu'on met en valeur. C'est pas ce qui va décider les gens à venir dormir chez moi, mais c'est ce qui va les décider à revenir chez moi. Très bien. Très bien, merci beaucoup, M. Maillet. Et dans le fil de discussion, j'ai vu qu'il y avait une question de Laurent Beaussoubre. Est-ce que vous voulez que je prenne parole, M. Beaussoubre, en lien avec les opportunités? Oui, n'importe. Enfin, c'était une réflexion que je me faisais parce que je vois aussi certains établissements qui se forment également sur certains sujets qui tournent autour des éco-gestes ou en tout cas, de la gestion durable de leurs établissements. Du coup, qui capitalisent aussi dessus en proposant finalement des formations sur lesquelles ils se sont professionnalisés et de transmettre les savoir-faire soit à leurs collègues pros, soit à leurs clients sur des stages qu'ils proposent en intersaison notamment. Et c'est malin parce que c'est vrai que l'échange d'expérience sur ces sujets-là, il est primordial. C'est compliqué d'acquérir un savoir-faire et aussi un cadre argumentaire qui peut évoluer, etc. Donc, ceux qui ont un savoir-faire, une expérience là-dessus et qui finalement ont la possibilité d'organiser eux-mêmes du stage de la sensibilisation auprès de leurs clients, auprès de leurs collègues, comme on le fait là à travers ce webinaire, c'est intéressant. Donc, mais c'est vrai qu'avec les clients, il y a effectivement par rapport au témoignage de M. Maillet, il y a le côté fidélité. On sait que ça, c'est une valeur des clients qui reconnaissent effectivement les efforts que font les professionnels en matière d'éco-gestes et de gestion environnementale. C'est un élément qui peut jouer dans le fait de revenir. Ça ne joue pas encore sur l'appel et de déclencher la venue sur une primo-destination, mais par contre, ça peut être un élément pour le client de dire finalement, je reviens dans le secteur pour de prochaines vacances et je vais plutôt privilégier un équipement dont je sais qu'effectivement, il est plutôt vertueux, ou en tout cas, qui fait des efforts notables et que j'ai pu constater. Donc, ça intervient beaucoup dans le choix. Oui, effectivement. Et de plus en plus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour M. Maillet? Je vous remercie infiniment. Raphaël, est-ce que c'est toujours la main levée? C'est une autre question que tu avais?
Non, je vais la baisser, pardon. Merci. Je vais m'assurer qu'on puisse répondre à toutes les questions. J'ai envie de vous laisser avec cette phrase que j'ai trouvée de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU. Bon, ça date de 2012, mais quand même. Je pense que c'est intéressant de la citer liée à l'énergie. Le tourisme peut être une vitrine pour la viabilité écologique, la croissance verte et la lutte contre les changements climatiques. Je trouve que ça s'y prêtait bien là, en tout cas en matière d'énergie. Si on peut amener notre contribution à travers tous les visiteurs qui viennent nous voir en Nouvelle-Aquitaine, si on peut arriver à changer un petit peu les choses, ce sera déjà un grand avancement. Donc, personnellement, je remercie la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME qui supportent notre mission interfilière là, déjà depuis 3 ans et bien plus longtemps pour toutes les actions qui ont été menées dans le passé. Et je vous laisse avec mes coordonnées, effectivement. N'hésitez surtout pas à contacter l'interfilière et les filières d'hébergement touristique qu'on pose. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y a un petit peu des choses dans le fil de discussion. Camping et tourterelles, les valeurs et les bonnes pratiques sont à partager pour inspirer nos tourismes. Je suis d'accord. Et je remercie tout le monde tous pour le soutien. Donc, effectivement, je pense que ces webinaires, c'est une manière aussi de dire bravo aux acteurs qui s'engagent. Merci à ceux qui nous soutiennent et qu'on continue à aller de l'avant, qu'on ait une belle saison touristique. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.